Alors il y a l'année dernière, dans mon entreprise, on a fait un bilan carbone. J'ai fait faire un bilan carbone pour voir où on pouvait s'améliorer. Et puis j'en ai profité il y a quelques mois pour faire mon bilan carbone personnel. Donc, je suis allé sur un site internet recommandé par l'ADEME. J'ai répondu à quelques questions, ça m'a pris 10-15 minutes. Et puis j'ai vu les résultats. Bon, c'était pas mal, mais améliorable. Alors il y avait quelques pistes d'amélioration, certaines compliquées, d'autres beaucoup plus simples. Et la plus simple d'entre elles, c'était de réduire la température du chauffage de ma maison. Réduire d'1 degré, ça fait quelques économies et c'est pas si difficile à vivre. Et donc j'ai acheté un pull, voilà, pour pouvoir supporter la baisse de température. Donc je me suis senti bien, j'étais un homme bien, sérieux, je contribuais à l'effort collectif. Ça m'a donné bonne conscience, puis après j'ai regardé mon pull, et je me suis dit, mais lui, est-ce qu'il est éthique? Quel est l'impact de ce pull sur l'environnement? Dans quelles conditions il a été produit? D'où il vient? Alors j'ai regardé les étiquettes. Made in France, dans ce cas-là. Bon, c'est pas mal. J'imagine qu'il y a une grosse partie qui est faite en France. J'ai regardé les autres étiquettes. Je vais les retrouver. Ah, je vois qu'il y a un label. Très bien. C'est du 100% laine. Super. Alors, j'ai quelques informations, mais quelles conclusions je peux en tirer? Bon, je peux me dire, c'est de la laine, c'est naturel, c'est bien. Comme le coton, c'est naturel, c'est super. Puis le polyester, c'est synthétique, c'est mal. C'est fait en France, c'est bien. Et puis si c'était fait en Asie, ben c'est loin, c'est mal. Parce que les conditions de production sont peut-être pas toujours respectueuses des hommes et de l'environnement. Mais finalement, je me base un peu sur des présupposés. Parce que quand on regarde dans le détail, le coton, bah oui, c'est naturel, mais en même temps, ça nécessite des dizaines de milliers de litres d'eau à la production de chaque kilo de coton. La laine, ça vient des moutons. Et les moutons, ça émet du méthane. Le polyester, c'est synthétique, mais ça peut être aussi durable, ça peut être recyclé. Et puis la Chine, c'est loin. Mais le transport en bateau de la Chine, ça émet un peu de CO2, mais pas beaucoup en fait. Un pull comme ça, c'est 200 grammes de CO2. Et puis les conditions de production dans les usines chinoises, oui, ça peut être terrible. Et puis il y a aussi des usines dans lesquelles les conditions sont bonnes. Donc finalement, j'en sais rien. Je sais pas concrètement quel est l'impact de ce pull. Alors j'ai quand même fait le calcul rapidement, entre baisser d'1 degré et acheter un pull, vaut mieux quand même acheter un pull. Surtout que j'en ai quand même besoin quand je sors, donc c'est pas un achat supplémentaire. Et donc finalement, les questions auxquelles j'aurais bien aimé avoir les réponses, c'est qui a travaillé sur mon pull, d'où il vient, quels sont les impacts sur l'eau, sur l'air, sur les gaz à effet de serre, est-ce que ça respecte le bien-être animal par exemple? Et ces questions-là, j'aimerais bien la poser à la marque en question. Alors la marque, elle n'a pas toutes les réponses non plus. Elle n'a pas toutes les réponses parce que elle fabrique en général, mais c'est pas elle qui fait le fil. Donc elle va se retourner vers le filateur. Le filateur, il a une partie des réponses, bien sûr, et encore, il calcule pas tout. Il connaît pas nécessairement sa consommation d'électricité, l'impact sur les eaux quand il lave le fil. Il va se retourner vers l'usine de peignage aussi, celle qui fournit les ballots de laine, qui elle, pareil, a une partie des réponses, etc., jusqu'à l'éleveur. L'éleveur qui est en Argentine, par exemple, qui lui connaît ses bêtes, il sait les élever, mais il connaît pas les émissions de gaz à effet de serre de ces bêtes, qui peuvent dépendre aussi de l'alimentation. Donc finalement, la marque à laquelle vous vous adressez n'a pas nécessairement la réponse, parce que c'est compliqué. C'est pas infaisable, mais c'est compliqué. Et puis de l'autre côté, d'un côté il y a le consommateur, vous, et de l'autre côté il y a la réglementation. Parce que la réglementation dans ce secteur-là commence à être de plus en plus exigeante. La réglementation française, puis ensuite souvent reprise en Europe, et elle redescend en France après, sur l'étiquetage environnemental, sur les conditions de production. Donc tout ça est bien compliqué. Et il y a plusieurs réponses à ça, comment mesurer l'impact environnemental et social et animal d'un pull. Une des réponses, c'est la traçabilité blockchain. C'est le sujet sur lequel je travaille. Traçabilité et blockchain. Je vais expliquer le premier terme. Alors la blockchain, c'est une technologie informatique dont j'imagine beaucoup d'entre vous ont entendu parler, et peut-être une partie d'entre vous ont compris à quoi ça servait. Il y a quelques années, j'avais rencontré un directeur informatique d'une grande entreprise pour lui présenter mon activité. Il m'avait dit oui, la blockchain, je vois très bien de quoi il s'agit, mais
faites comme si je ne connaissais rien. Donc, même si vous connaissez quelque chose, je vais faire comme si vous connaissez rien aussi. Alors, je vais faire un parallèle. Imaginons que vous prêtez de l'argent à un ami et que vous avez envie d'écrire cette information de manière sécurisée, de telle sorte que personne ne puisse la modifier. Donc, vous avez envie d'écrire le montant, la date, le nom, votre nom et celui de votre ami, puis vos signatures communes. Donc, une méthode que je vous propose, qui n'est pas nécessairement la plus pratique, mais qui fonctionne, vous allez graver ces informations sur une plaque de marbre, comme les Romains à l'époque. Vous les gravez, vous signez, et puis ensuite la plaque, vous allez la donner à une personne. Et puis pour maximiser la sécurité, vous allez graver une deuxième plaque de marbre, avec pareil, les mêmes informations, le montant, votre nom, celui de votre ami, et vos signatures. Vous gravez cette plaque, vous allez la donner à une deuxième personne. Et ainsi de suite. Au bout d'un moment, vous avez donné vos plaques à différentes personnes, des dizaines, des centaines, qui sont indépendantes les unes des autres, ça sécurise l'information. Par exemple, si vous voulez lire l'information, vous demandez la plaque à quelqu'un, et puis à une deuxième personne, et si c'est la même, vous allez quand même vérifier avec une troisième, si c'est 3 fois la même, il y a bonne chance que ça soit l'information d'origine. Et puis si une deuxième personne veut aussi enregistrer le prêt d'argent à un ami, elle va faire sa propre plaque, elle va envoyer à la première personne, hein, qui va l'accrocher à la première plaque avec un cadenas sécurisé. Elle va faire une deuxième plaque avec la même information qu'elle va donner à une deuxième personne, etc. Et à la fin, vous avez 200 personnes qui ont chacune 2 plaques, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, vous allez accrocher des plaques au fur et à mesure des informations que vous allez devoir rajouter. Ça marche bien, parce que si jamais quelqu'un veut modifier une information, il va devoir aller voir toutes les personnes qui possèdent des plaques, décrocher à leur insu la plaque d'origine, mettre sa propre plaque et la raccrocher. La blockchain, c'est ça, mais en digital, parce que les plaques de marbre, c'est pas très pratique, hein. C'est un peu lourd. Donc la blockchain, c'est, je prends une information, je l'enregistre sur un serveur, un ordinateur, je l'accroche aux informations précédentes, et je duplique tout ça sur tous les serveurs qui sont connectés à la même blockchain. Ça fonctionne très bien, ça a été inventé en 2008 pour une première application qui était le Bitcoin. Il y a eu beaucoup de critiques sur la blockchain à juste titre, c'est que cette première application consomme énormément d'électricité, et donc dans certains pays ça veut dire énormément de charbon. Mais les dernières versions de la technologie, qui se sont améliorées, comme toute technologie ça s'améliore, consomment très très peu d'électricité. Ça c'est pour la blockchain, j'enregistre de l'information, et je suis sûr qu'elle n'est pas modifiable derrière, donc je participe à la confiance de l'information. Le deuxième élément, c'est la traçabilité. Donc la traçabilité, c'est collecter de l'information sur une filière. Une filière, je vous l'ai décrite tout à l'heure, c'est des éleveurs de moutons en Argentine, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis par exemple. Une filière, c'est ensuite l'usine de peignage, la filature, le tricotage et le montage jusqu'au pull final que vous voyez derrière. Une filière, ça peut être aussi dans l'alimentaire. Hein, je fais pousser du blé, j'en fais de la farine, j'en fais du pain et je le vends. Une filière, c'est tous les gens qui concourent à produire un produit final. Donc la traçabilité, c'est de collecter de l'information auprès de ces gens-là sur qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, combien de pain ils ont produit, combien de kilos de laine ils ont tondu sur les montants. Et puis aussi collecter de l'information sur des gens qui gravitent autour, qui sont par exemple les organismes d'audit éthique sur les conditions de travail, sur le respect de l'animal, les laboratoires qui font des analyses qualité, tout ce qui est conformité aussi. Donc à la fin, grâce à cette information que vous collectez, sur le produit final, que ce soit une baguette de pain ou un pull, comme ici, vous avez tout un tas d'informations qui vous éclairent sur ce pull. Ça fait beaucoup d'informations et on peut se dire, ouais, mais c'est quand même compliqué parce que entre l'éleveur argentin dans Saint-Pampa et puis l'usine de filature qui est en Allemagne par exemple ou en Europe de l'Est et puis la fabrication en France, ça fait beaucoup de gens. Oui, c'est compliqué, mais de moins en moins. Parce que d'une part, tous ces gens-là commencent à être équipés en informatique. On trace des filières internationales en Asie, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Et de plus en plus de personnes, même les éleveurs de moutons dans la pampa argentine ou uruguayenne, sont équipés au moins avec un téléphone portable. Donc on peut collecter de l'information auprès d'eux, parce que sur leur système, ils enregistrent ce qu'ils font. Et puis deuxième élément, après la digitalisation progressive de tous ces acteurs, c'est que les filières, en tout cas dans ce secteur, mais même dans tous les secteurs, que ce soit l'automobile, la mode
ou l'agroalimentaire ont tendance à se stabiliser. Stabiliser, ça veut dire que récemment, et ça perdure encore, vous êtes filateur et vous allez chercher la laine la moins chère, peu importe les conditions de production. Donc une année, vous allez vous fournir auprès de quelqu'un, l'année suivante auprès de quelqu'un d'autre. Bon, c'est super pour avoir des prix bas, mais ensuite pour s'assurer d'avoir des produits en conditions éthiques et responsables, c'est plus difficile. Donc la tendance globale, ça va venir petit à petit, c'est pas vrai partout, c'est de stabiliser les filières, c'est-à-dire que chaque entité fait des contrats cadres avec ses fournisseurs. Ça permet de rassurer le fournisseur et aussi de lui exiger de sa part qu'il respecte un certain nombre de règles. Comme je vous l'ai dit, c'est le respect de l'environnement, des travailleurs et des animaux. Donc on collecte toute cette information et ensuite elle est restituée. Elle peut être restituée par exemple ici au responsable approvisionnement de la marque qui sait exactement ce qui se passe sur sa filière, s'il aura assez de laine, s'il y a eu assez de laine du côté des moutons pour produire les pulls. Aussi au responsable qu'on appelle RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises, qui lui va pouvoir, si toute la chaîne en amont respecte son cahier des charges éthiques. Et puis le consommateur. Donc le consommateur, sur son produit, imaginons, et ça on le fait, on met un QR code, il scanne et puis il a toute l'information sur son produit. Eh bien on va lui dire, ta laine elle vient d'Uruguay, sur ce pull-là, sur ce fameux pull. Elle a été filée en Allemagne. Le pull a été fabriqué en France, dans l'ouest de la France par exemple. Et puis l'émission de gaz à effet de serre totale de ce produit-là, c'est, mettons, 20 kg de gaz à effet de serre, principalement du méthane. On parle en équivalent CO2, donc c'est pas 20 kg de CO2, c'est beaucoup moins. Et aussi on va lui parler d'écotoxicité. On va lui parler aussi d'eutrophisation des eaux, c'est des termes un peu techniques. Et ce qui pose une question, c'est, on peut fournir au consommateur plein d'informations, très très précises, mais après, est-ce que le consommateur va pouvoir les comprendre? Quand on parle d'écotoxicité, c'est un peu technique comme terme, et c'est là où c'est un peu les limites de la transparence. C'est pas les limites en disant on va pas être transparent, c'est surtout, il faut communiquer auprès des consommateurs, c'est important, et aussi il faut que les consommateurs aillent se renseigner sur ce qui se passe, ce que veut dire chacune des informations qu'il a sous les yeux. Et c'est là le rôle des experts, des journalistes, des gens qui vont analyser les résultats pour en faire une information un peu plus digérable. Et finalement, votre rôle en tant que consommateur, c'est d'aller voir l'information, puis aller voir des gens, des sources fiables qui commentent cette information. Il y a une deuxième limite aussi, c'est le secret des affaires, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être confidentielles, des informations sensibles. Pas que les marques aient envie de cacher des choses aux consommateurs, mais par exemple savoir quelle est la ferme exactement en Uruguay, le nom de la ferme, le nom de l'éleveur qui a fourni la laine, le consommateur peut-être il n'en a pas besoin. Il a besoin de savoir dans quelle région c'était. Parce que le nom de l'éleveur, le nom qui a produit la laine, c'est une information sensible. Le filateur, il a besoin de protéger ses sources d'approvisionnement aussi. Donc finalement, ce qu'on a vu, c'est que vous avez des marques sur lesquelles il y a de plus en plus de pression des consommateurs et de la réglementation, et même les marques elles-mêmes, elles ont besoin de protéger le capital de marque, de ne pas être embarquées dans un scandale, que pour pouvoir progresser, il faut collecter de l'information pour savoir concrètement ce qui se passe, et là où elles peuvent agir, que la traçabilité blockchain, c'est une solution qui répond à ce besoin de transparence et d'information, et enfin, à l'autre bout de la chaîne, le rôle du consommateur, c'est de s'informer et pouvoir faire des choix éclairés. Et comme le thème de ce TEDx, c'est ouvrir la voie, si j'ai bien compris, je vous propose quelques pistes pour vous. Vous les prenez si vous le voulez, bien sûr. 1, faites votre bilan carbone, ça va vous prendre un quart d'heure. Ça vous éclaire sur quel est votre impact, et puis voir là où vous pouvez progresser. 2, renseignez-vous aussi, tout ce qui est impact environnemental, tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, comme je l'ai dit, l'eutrophisation des eaux, ça paraît très complexe, mais finalement ça l'est pas tant. L'écotoxicité aussi, ces termes-là. Est-ce que faire venir un produit de le bout de la Terre, c'est plus écolo ou moins écolo que de le faire le même en France? C'est pas sûr. Un élevage extensif en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être plus vertueux qu'un élevage intensif en France. Renseignez-vous, et puis pour ceux qui vont aller en entreprise d'ici quelques années, ou pour ceux qui le sont déjà, aussi posez des questions sur votre activité. Je fais une petite parenthèse là, c'est qu'on entend souvent que les jeunes sont sensibles à l'environnement, et quelque part j'ai l'impression que les gens qui ont 40-50 ans, ils se disent bon, on a merdé,
on va compter sur les jeunes pour réparer ce qu'on a fait. Donc je pense que si le message que je passe, il vaut aussi pour les jeunes et pour les moins jeunes, pour se rendre compte quel est leur impact et comment ils peuvent agir. On peut quand même agir et changer ses habitudes à 40 ou 50 ans. Troisième point, renseignez-vous sur ce que vous achetez. Alors un pull, bon, il n'y a pas un gros impact quand même, mais sur le logement, votre isolation, vos moyens de transport, la voiture que vous allez acheter ou que vous n'allez pas acheter, et vous allez acheter un vélo électrique à la place. Renseignez-vous sur l'impact de ce que vous achetez. Et puis si vous n'avez pas l'info, bah laissez tomber, achetez autre chose. Et puis dernier point, c'est que ce pull-là, je vous ai dit l'impact en équivalent CO2, c'est peut-être 20 kg, 10 en fonction des conditions d'élevage. Et si ce bulle, je le jette au bout de 2 lavages, c'est-à-dire au bout de 3 mois, ou 2 mois, ça n'a pas du tout le même impact que s'il dure 10 ans. Donc ce qui compte aussi, c'est la durabilité des produits. Acheter des produits fiables, et puis des produits qu'on peut réparer. C'est ça qui est important. Merci.